Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Vous avez maintenant, aujourd'hui encore, un nouveau numéro de votre émission, Le Décryptage. Toute l'équipe s'installe dès à présent chez vous et vous nous suivez également sur nos radios partenaires, OCFM, UBAN FM. Nous allons décrypter l'actualité comme tous les dimanches d'ailleurs avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Vous savez, 2 audiences successives accordées par le président Patrice Talon. C'était les 20 et 21 juin 2019. Ceci pour la décrispation de la situation bien difficile à Kaourou et à Savet après les regrets et la demande de clémence donc par les hôtes de Patrice Talon au palais de la Marina. Des actes ont été posés à la suite, bien évidemment, des paroles. Et nous avons constaté hier la levée de barrières policières devant le domicile de l'ancien président Thomas Boniyahi, qui a d'ailleurs quitté le territoire national du Bénin. Donc nous allons en parler avec celui-là qui est notre personne ressource sur cette émission, Agapit Napoléon Maforican. Bonjour à vous. Bonjour Miad, bonne journée dominicale à nos téléspectateurs, heureux de les entretenir encore quelques minutes, quelques instants. Tout à fait, ils sont aussi auditeurs lorsqu'ils nous écoutent sur OCFM. Les radios partenaires, OCFM et UBAN FM. Tout à fait. Les choses sont allées très vite, 2 audiences. Puis après, la levée de barrières, on pourrait dire, on est passé des paroles à des actes. Écoutez, il y a 2 lectures à avoir de la situation. C'est d'abord le dialogue. C'est que d'abord, le dialogue est formant. La nourriture, l'aliment essentiel et primordial de toute vie en communauté. Et que le passage des délégations de Tchaourou, leur repentance par ailleurs, et leur ouverture d'esprit, suivie par les populations de Savet, 2 localités qu'on a présentées comme des localités rebelles au pouvoir en place. 2 localités qu'on dit n'avoir pas voté parce que certains individus ont empêché le scrutin à certains endroits, notamment dans les localités urbaines, dans les régions urbaines de ces localités. 2 localités qu'on a cru en rébellion, donc avec le pouvoir central. Quand vous avez vu successivement leur délégation passer, vous vous êtes dit, mais tout ça pour ça. Donc, la conséquence immédiate a été donc, naturellement, un certain nombre de garanties, sans doute, qui ont permis la levée du contingent devant le domicile de l'ancien président, Thomas Boniyahi. Donc, alors la deuxième lecture, oui, c'est de savoir quelle serait la suite. Parce qu'il y a quand même un processus qui a été enclenché judiciaire. Il y a quand même un certain nombre de situations de droit. Il y a quand même une instruction de dossier. Et on n'a pas été suffisamment informé. C'est vrai que les populations de Tchaourou ont parlé de clémence au chef de l'État. Parfois, c'était que ce serait égaré. Mais l'égarement concerne-t-il le président Yahi? Yahi, serait-il égaré? On n'a pas eu des échos sur ce volet-là. Fait-il partie de ces personnes dont on parle? On n'a pas eu plus d'échos. Lorsqu'on sait que dans la semaine, le procureur de la République, près du tribunal de première instance du tribunal de Cotonou, a quand même fait 2 sorties. La première, pour faire constater que le président Yahi Boni n'a pas daigné répondre à l'interpellation de la justice qui voulait l'écouter chez lui. Donc le juge s'est porté vers lui. Ce n'est pas une interpellation, ce n'est pas une convocation. Par le biais du transport judiciaire. C'était par le biais d'un transport judiciaire, comme on en a déjà connu, sous même le mandat de Yahi, où lui-même s'est fait écouter à la présidence de la République. Également l'ex-président de l'Assemblée nationale aussi. Bien sûr, mais je parle du président Yahi lui-même. Donc du coup, l'opération ou l'acte judiciaire était dans une normalité. Mais on a compris qu'il y avait un certain nombre de manœuvres. Alors, est-ce que on dit que la situation s'est décantée, cela voudrait-il dire qu'il n'y a plus de procédure judiciaire? Là, on n'en a pas appris plus. Ce que je peux dire,
par ma petite contribution et ma connaissance des dossiers, c'est que en principe, non. Parce que pour que la grâce présidentielle, pour que la clémence présidentielle agisse, encore faudrait-il qu'il y ait eu déjà condamnation. Et dans le cas d'espèce, il n'y a pas encore, il n'y a qu'une ouverture de dossier. Il n'y a qu'une instruction de dossier. Alors, soit... Et on ne parle que d'une audition aussi. Non, l'audition, c'est dans le cadre d'un dossier qui est ouvert. C'est dans le cadre de l'instruction d'un certain nombre d'actes qui ont été commis le 28 avril et les premiers 2 mai. Donc, les auditions font, c'est un ensemble d'instructions. Une instruction, c'est tout ça. Audition, examen, déplacement, transport, expertise. Ça fait partie de l'audition, de l'instruction du dossier. Donc, est-ce que les instructions sont terminées? À mon avis, et à ma petite connaissance de cette... C'est non, en principe. Parce que le judiciaire ne reçoit pas d'instruction de l'exécutif. Et donc, puisqu'il n'y a pas encore de condamnation, il ne peut pas avoir grâce. À moins que le Parlement prenne sur lui-même la responsabilité d'amnistier des actes qui auraient été commis directement ou indirectement dans une période donnée. Et des personnalités ou des personnes qui auraient pu être mises en cause ou qui seraient mises en cause. Bref, il y a des formules. Vu ainsi, oui, on peut dire que le dossier est clos. Mais s'il n'y a pas amnistie, c'est que l'épée de Damoclès plane toujours sur la tête des personnes qui sont susceptibles d'avoir été à l'origine des incidents. Et le président Boniaï a été nommément... En tout cas, quand vous écoutez le procureur de la République, le doute est très, très, très minime quant à la participation du président Yahi à ces actes. Et quand on se réfère tout de même aux propos de l'ancien député Noureno Achade, qui estime que l'ancien président Thomas Boniaï va répondre à la justice béninoise dès qu'il se sentirait mieux, puisqu'il est parti maintenant se soigner à l'extérieur. C'est un souhait, c'est intéressant, oui, effectivement. Je suis heureux d'écouter Noureno parce qu'il fait partie de celle-là, de ces caciques, un peu ces colons, enfin ces faucons, je veux dire, ces faucons de FCBE qui estiment que notre justice n'est pas à la hauteur, qui dit qu'ils ne croient pas en la justice de notre pays, donc qui s'amusent un peu avec nos institutions. Moi, je suis content, je suis heureux de l'entendre dire que le président va répondre. Il faudrait que le président y réponde. Ce n'est qu'une audition. C'est normal s'il a connaissance des dossiers, si son OSCT. Soit il en a connaissance, soit son OS était abusivement ou arbitrairement. Mais dans l'un ou l'autre cas, il faudrait qu'il réponde. C'est le minimum qu'on peut attendre de quelqu'un comme lui qui a assumé de haute fonction, 2 mandats durant, dont un par décision des militants au premier tour. Donc, on ne peut pas, quand on a été à cette position, en tant que président en exercice de l'Union africaine, donc, se dérober à la justice de son pays, alors qu'il n'est pas encore mis en cause. Donc, normalement, il devrait être prompt à réagir. Donc, en écoutant Noureno, on peut dire que oui, la décrispation suit son cours. C'est heureux de l'entendre dire que le président Yahi va répondre. Il faudrait bien que le président Yahi réponde. Il faut bien que le dossier soit instruit pour qu'on sache ce qui s'est passé. Effectivement, parce qu'on a frôlé la catastrophe le 28 avril et le 1er 2 mai. Nous avons frôlé la catastrophe. On a frôlé le coup d'État. On a frôlé le désordre. Les gens l'ont revendiqué. Les gens ont attendu, ont espéré, ont dit leur espoir que le régime en place, le régime démocratiquement en place, chute. Mais ces gens sont-ils au-dessus de la loi? Donc, et cela m'amène à vous poser la question d'ailleurs de savoir, parce que si la procédure ne se poursuivait pas, on pourrait se poser la question de savoir, est-ce que les anciens présidents de la République sont-ils au-dessus de la loi? C'est exactement ce que nous disons. En principe, la couverture, les sections de juridiction ou les sections de procédure, je ne sais pas comment, de juridiction, ne s'appliquent pas aux anciens présidents. Ça s'applique aux présidents en exercice, dans les faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas d'espèce,
ni les présidents Soglo, ni le président Soglo, ni le président ne sont couverts par rien. Mais ils ont posé un certain nombre d'actes qui ont nourri la crise pré-électorale et post-électorale. On a écouté le président Soglo dit clairement que à partir de Talon, c'est terminé, que ce n'est qu'une affaire d'heure. Ça a passé sur les réseaux sociaux. C'est inquiétant. Il doit quitter, il doit dégager. C'est inquiétant. On ne peut pas se satisfaire, même si l'heure a des crispations, on ne doit pas se satisfaire de telles prises de parole. Lorsque les deux chefs d'État sont descendus au marché d'Antokpa, alors que ce type de rassemblement ou de manifestation sur la voie publique, sur les lieux publics, sur les places publiques, était assujetti à un certain nombre de conditions, ce n'est pas normal. Il aurait pu y avoir émeute, il aurait pu y avoir des situations dans lesquelles on aurait pu déplorer des pertes en vie humaine. Ils auraient pu être blessés. Et s'ils l'avaient été, on aurait dit que c'est le pouvoir qui a tout planifié. Ça aurait mis la paix sociale en danger. Voilà le problème. Mais ils n'ont pas été poursuivis pour ça. Ils ont continué. Je ne vais pas revenir sur les allégations qui font de Boniaï l'instigateur des manifestations du 28 avril, du 1er mai. Mais si le procureur de la République en est arrivé à là où on a vu, si le dossier a dû être envoyé en instruction, c'est qu'il y a un certain nombre quand même d'aveux. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on aille jusqu'au bout pour comprendre ce qui s'est passé. Mais il est évident que dans le cas, les anciens présidents ne sont pas au-dessus de la loi et ne doivent pas se considérer au-dessus de la loi. Et ne doivent pas être traités comme étant au-dessus de la loi. Parce que, ce faisant, nous ne sommes plus dans le traitement égal des citoyens. Notre Constitution dit que tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Il ne faut pas qu'il y ait des situations exceptionnelles pour des catégories de citoyens qui ne l'ont pas gagné par la loi, par la Constitution. Ça pose un problème. Est-ce que quand on se réfère un peu aux propos du chef de l'État lorsqu'il rencontrait donc les cadres, les sages et notables de Tchaourou, quand il disait qu'il allait prendre la responsabilité de demander au peuple béninois le pardon pour tout ce qui avait été observé, est-ce que cela voudrait aussi dire qu'on oublie le passé? On oublie un certain nombre de préjudices, on oublie un certain nombre d'actes posés? Le chef d'État est dans une posture délicate. Et il a su manœuvrer, il faut le dire. Il a su manœuvrer, en revenant peut-être là-dessus. Mais quand vous écoutez ces propos, c'est en réponse aux sollicitations des populations, de la délégation de Tchaourou. Le président de la République est dans une démarche d'apaisement. Il a toujours été depuis le début. Et les faits sont là. Les preuves sont là. Donc, en accédant à l'attente, à la requête de la population de Tchaourou, il a montré sa stature dans l'État. Une personnalité, le père de, comme on le dit vulgairement chez nous, le chef de famille, qui peut recevoir les conseils des membres de la famille et surtout tendre sa main pour accueillir l'enfant égaré, l'enfant prodige. Et je pense que c'est un peu ça. Mais est-ce à dire que rien ne s'est passé? Est-ce que la clémence veut dire l'effacement total de la faute? L'arrêt systématique des procédures ou des poursuites? On ne l'a pas entendu. Et si le chef de l'État, le gouvernement, pour ne pas dire le ministre de la Justice, dispose du parquet dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale, le ministre de la Justice n'a pas le droit d'instruire le parquet aux fins de non-poursuite. Il n'a pas ce droit. Il ne peut pas faire injonction à un procureur de la République de ne pas poursuivre. Autant il dispose du parquet, autant le patron du parquet, un magistrat, et quand la procédure est enclenchée,
le ministre ne peut pas et ne doit pas donner des instructions de non-poursuite. Contrairement à ce que certains pensent en disant « Ah, le parquet, c'est le chef de l'État, le parquet, c'est le gouvernement. » Non, le parquet n'est pas le gouvernement. Le parquet, c'est le bras technique du ministre de la Justice, parce que le parquet, c'est nous, c'est tous les citoyens, c'est l'avocat de tout le peuple béninois. C'est celui qui parle, qui préserve la société des dérives. C'est celui qui nous défend, nous tous, devant la loi. Mais autant il nous défend devant la loi, autant chacun de nous est redevable, nous sommes justiciables, nous sommes tributaires, nous sommes disposés à répondre des actes individuels que nous posons. Et donc, dans ce sens, le ministre, qui est l'autorité hiérarchique, ne peut pas dire au parquet, au procureur de la République, ne poursuit pas. Si on s'entend sur ça, il va sans dire qu'on ne peut pas demander au parquet d'arrêter la procédure en cours. Il appartient au juge d'instruction d'aller au bout, au président du tribunal d'orienter comme on se doit, et au parquet d'aviser. Le dossier, actuellement, est au niveau de l'instruction. Et donc, on ne peut pas, une rencontre à la présidence de la République, comme je vous ai dit au départ, ne peut pas l'effacer, sauf une amnistie votée par les députés. Par une loi. Très bien. Mais Agapi Napoléon Baforican, vous avez appris, c'est vrai, nous parlons de l'ancien président de la République, mais nous parlons de Boni Yayi, nous parlons maintenant de Nicéphore Dieudonné Soglo. Les anciens présidents de la République. Les deux qui vivent encore, qui sont très actifs. Ils sont très actifs, pas pour baisser la tension, mais ils sont très actifs dans un peu comme dans l'animation de la vie publique. C'est à croire qu'ils sont plutôt les principaux animateurs de la vie publique. On pourrait quand même observer que l'un est président d'honneur d'un parti politique, c'est vrai, bon, qui n'est plus, ou du moins qui n'est pas reconnu légalement aujourd'hui. L'autre aussi est toujours président d'honneur de quoi? De la Renaissance du Bénin. Bon, voilà. Non, attendons. Clarifions alors. Entendons. Autant les FCBE se sont mis en partie, mais autant ils n'ont pas reçu le certificat de non-conformité. Tout à fait. La question est de savoir, est-ce que la procédure se poursuit ou elle est arrêtée? Si elle est arrêtée, c'est que les FCBE n'existent pas. Tout simplement. Tout comme la RB n'existe plus. Ça, au moins, c'est clair. Pour la RB, ça n'existe plus. Au regard de la loi portant charte des partis politiques. L'FCBE, seul le ministre de l'Intérieur peut dire où est-ce qu'on en est. Mais la question de conformité est terminée. Les FCBE ont-ils reçu leur certificat de conformité? S'ils n'en ont pas reçu, non. Mais on revient maintenant à la posture. Mais c'est là qu'on doit se demander quel est le rôle de nos anciens présidents de la République. C'est Budia, mais comme je vous ai dit, c'est eux qui ont animé la vie préélectorale et post-électorale. C'est vrai qu'il y a eu des situations. C'est vrai que le chef d'État a pris les devants. C'est vrai qu'il a demandé au Parlement de trouver un consensus qui peut aller aussi loin que possible. Tant qu'on ne viole pas les lois. Disponible pour même que sa majorité soit instruite au fait d'accompagner cette recherche de consensus. Procéder à la révision de la Constitution. Si besoin en était. Mais à l'épreuve, c'est encore ceux qui étaient demandeurs qui ont bloqué le processus à travers Eric Goundete et Gabayaya. Qui ont renié, semble-t-il sous pression, leur signature. Cette étape a souvent été oubliée ou laissée pour compte par ceux qui ont intérêt à ne pas l'évoquer. Mais c'est l'étape centrale. Puisque si ces gens-là, si ces députés-là, de nos honorables, oui. Si ces députés-là avaient maintenu leur signature, la question aurait été orientée autrement. Il aurait été question de prolonger le mandat des députés pour quelques jours et donc d'alléger un certain nombre de procédures qui ont peut-être empêché certains d'avoir accès au Graal. Mais on n'est pas arrivé là. Ça a été bloqué par l'action, justement, des anciens présidents de la République. Parce que il est évident que dans le processus, Boni Yayi a dit clairement
Quand le ministre de l'Intérieur n'a qu'à donner des récépissés aux gens. Donc on a quitté le chemin de la légalité, on est resté campé sur le chemin politique. Et le chemin politique, il y a eu les montées, on a monté les enchères. Même ceux qui n'étaient pas en position de force ont beaucoup monté les enchères. Vu ainsi, vous n'allez pas dire qu'il faille tout abandonner. Ça ne peut pas fonctionner. Les deux présidents ne peuvent pas, les deux anciens présidents, par qui nous devons énormément de respect et de considération, mais au même qui nous doivent également respect et considération. Nous, membres du peuple, nous sommes des composants du peuple. Ces deux ne peuvent pas prendre le pays en otage. Je ne sais pas, c'est très bizarre qu'on ait attaqué, le président Soglo a fait le tour de la capitale. Il est revenu en disant oui, j'ai fait le tour. J'ai rencontré tel. Et on a dit on attend la décision du président de la CEDEAO. Mais lui, président Soglo, pour qui nous devons beaucoup de respect, je l'ai dit, mais qui s'est toujours battu contre le néocolonialisme entre griffes, l'impérialisme entre griffes, la France-Afrique entre griffes. Il est curieux qu'il attende de ces chefs d'État pour qui il a peu d'égards qu'ils viennent intervenir dans la situation du Bénin. C'est inquiétant. Ça pose un problème d'éthique, politique, que ses propres partisans lui ont opportunément rappelé. L'ancien ministre Roger Awoyo. Vous voulez parler de ce collège d'anciens collaborateurs, donc? Ce n'est pas des collaborateurs, c'est d'anciens admirateurs. Parmi eux, il y avait des collaborateurs. Mais quand on prenait quelqu'un comme Roger Bayonville n'a jamais collaboré. Roger Bayonville fut un admirateur, un partisan du président Soglo, mais n'a jamais collaboré avec Soglo. Il n'a jamais été nommé. Il était président d'une fondation. Friedrich Naumann, au moment où Soglo était au pouvoir. Donc, comme ça, il y a un certain nombre de personnalités qui n'étaient pas des collaborateurs de Soglo, qui étaient des admirateurs. Comprenez même dans Jean-Roger Awoyo, c'est un notable. Il est d'Agoudjama Awoyo, comme on le dit. Donc, c'est vrai qu'au moment il a été ministre. Quand il était ministre de l'Environnement de président Soglo. Oui. Après, il a vite quitté le gouvernement, il est passé à autre chose. Donc, c'est des intellectuels, c'est des partisans, c'est des admirateurs, c'est des proches. C'est un ensemble qui lui ont dit de regagner la voie de la justesse, de se remettre sur les rails. Ils ne se retrouvaient plus en leur président, en leur icône. Et je l'ai dit beaucoup de fois ici, le président Soglo est une valeur. C'est un homme de grande et de haute culture. Il a incarné le changement dans notre pays. Il a présidé le pays au moment où très peu y croyaient. Il s'est beaucoup sacrifié parce qu'en ce moment-là, personne n'était prêt à comprendre les difficultés. Il devrait comprendre beaucoup plus le président Talon. Parce que autant il est venu après la conférence nationale, au moment où le pays était désagrégé, autant le président Talon est en train de reconstruire ce que nous n'avons pas pu faire pendant les 30 ans. Donc, le président Soglo a été éjecté du pouvoir, on peut le dire, par l'élection de 1996, dans des conditions difficiles parce qu'il a perdu les élections de manière étroite, fine, et il n'a pas reconnu. Et pour lui, on lui a volé sa victoire parce que la Cour constitutionnelle a annulé plein de voix. Mais c'est l'occasion pour le président Soglo d'accompagner le changement, d'accompagner le président Talon dans le travail. On ne peut pas faire cet accompagnement avec des humeurs. On ne peut pas le faire avec les sentiments à fleur de peau. C'est vrai que son fils, Léry Soglo, a des mais vous croyez que c'est facile pour le président, l'ancien président, Nicéphore Soglo, d'accompagner le président Patrice Talon quand son fils est à l'extérieur, par exemple? Oui, je dis oui, c'est un problème. Mais quand on a incarné ce pouvoir, quand on a été à ce niveau, on se sublime. Alors moi, je n'ai pas été là. Moi, je n'ai pas les mêmes contraintes que l'ancien président Soglo. Je n'ai pas la prétention. Donc je ne peux. Mais lui, quand lui parle, ce n'est pas que le président Soglo. Il est un ancien président, il n'a plus de mandat, mais sa voix n'est pas ma voix. Du coup, il est écouté à l'extérieur. Mais il pense que autant il est écouté, mais autant il n'incarne pas la République. Et c'est justement ça qu'ils ont appris à leur dépens, ceux qui croyaient que l'extérieur pouvait jouer un rôle. Ce n'est pas les communiqués, ce n'est pas le bashing, comme on le dit, l'utilisation abondante des médias et à contre-vérité, information, désinformation, mensonges, calomnie, dénigrement d'image
C'est pas ça qui fait avancer le pays. Ce qui fait avancer, c'est de faire. Quelle est la loi qui est votée, qui est violée? Quel est le principe qui est violé? Si on reste dans les quatre murs de la région scientifique, on ne peut pas me dire quelle est la loi qui est violée. Mais le principe, on a eu droit à une action législative normale qui a débouché sur un changement de paradigme au niveau électoral. Ce qui a perturbé un certain nombre d'officines qui sont habitués au laxisme au sommet de l'État et qui ont retrouvé désormais un État fort, très disposé à jouer sa partition. C'est cela qui était le problème. Et quand on n'est pas content et on trouve un chef d'État qui vous tend la main en vous disant venez, j'ai compris, on ne peut pas aller comme ça, il faut qu'on change. Mais on sautille, on bondit de joie. Mais au Bénin, on n'a pas été le cas. Et les anciens chefs d'État ont été porteurs de cette fronde contre l'État et contre la République. Ça ne peut pas fonctionner. Donc ce bashing qui a été entretenu par les anciens présidents, notamment par le président Soglo, n'est pas de nature à rassurer, même dans son camp. Parce que oui, le souhait de tout le monde, c'est de voir Léry Soglo regagner le pays. Le souhait de tout le monde, c'est de faire en sorte que personne ne dise « moi j'ai quitté le Bénin parce que la politique m'a chassé ». Mais quand les gens fuient la loi, fuient la justice, est-ce que c'est cela, la fuite patriotique? Est-ce que fuir la justice de son pays est responsable? Voilà, là où on peut... Voilà un sujet de droit. Est-ce que fuir la justice fait de vous un exilé? Est-ce que fuir la justice fait de vous un pestiféré? Est-ce que fuir la justice fait de vous un martyr? En tout cas, ce sont des interrogations qui pourraient être utilisées. Non, c'est non. Moi, il ne faut pas attendre, c'est non. Au contraire, on ne doit pas. Soit vous êtes un poltron, soit donc vous manquez de courage. Soit vous ne méritez pas d'être considéré comme un fils du pays. Est-ce qu'on peut préparer sa défense en dehors du pays? Je vous l'ai dit. Et revenir. Quand on fuit la justice de son pays, on n'est plus digne de dire que d'être appelé comme patriote. Surtout quand on la fuit et qu'on utilise les médias internationaux pour salir et ternir l'image du pays. Après, on peut revenir. Je pense que le repentir fait partie des outils dont la justice s'approprie. Quelqu'un qui se repent, qui reconnaît son tort, il a toujours les bras tendus. C'est la parabole donc, de l'enfant prodige. La brebis égarée. Croyez-vous que cette lettre ouverte adressée président, à l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo pourrait avoir de portée ou un impact sur l'attitude de l'homme? Avant Goudjama et ses amis, il y a eu Laurent Azoumé, aussi un ancien admirateur du président Soglo, et qui a été dans les instances internationales, notamment à l'UNESCO, un professeur d'université, homme de savoir, qui a quand même eu l'occasion d'interpeller le président Soglo et de lui montrer qu'il devrait plutôt se rallier au camp du président Talon, pas parce que peut-être tout est beaucoup bon, mais c'est parce que le président Talon, pratiquement, est l'héritier des œuvres. Il a pris pratiquement le travail là où Soglo l'avait laissé. C'est-à-dire qu'on a passé 20 années d'errement. Et Soglo aurait été plus fier de voir quelqu'un enfin, et de son vivant, qui reprenne la cause. On a surnommé Soglo Hercule. Hercule a nettoyé les écuries d'Augias, à la Grèce antique. Et Hercule, c'est les grands travaux. Alors, si en 5 ans, Soglo n'a pu faire, il a fait de son mieux, mais il n'a pu faire politiquement ce qu'il fallait faire pour se maintenir, on a connu la décennie Kérékou. Un peu à l'époque, c'est ramener la paix, après la bonne gouvernance. Et on a connu la décennie Yahi. Ça doit changer, ça peut changer, ça va changer. Ça a eu du mal à changer parce qu'il y avait tellement de barrières au changement. Mais aujourd'hui, Patrick Talon est arrivé avec beaucoup de cœur, mais beaucoup d'engagement, beaucoup de passion, et surtout un souci de réussite. Donc, le président Soglo devrait se retrouver dans ce mandat-là. Mais
les contingents que vous avez évoqués ont eu raison sur lui. Et après ce moment-là, on ne peut pas être fier. Donc, autant, je pense que les intellectuels qui lui ont écrit, ses anciens proches, ou ses proches, il y en a qui ne sont plus réellement avec lui, mais ses proches, ses admirateurs, ses partisans, je pense que le président Soglo a intérêt à les écouter. Il est pratiquement au soir de sa vie. Il a donné le maximum de lui-même. Mais il y a une certaine opinion qui a l'impression également que le pays a trop donné au Soglo. Je ne suis pas de cette partie. Mais ils ont leur argument. Alors, l'image qu'offre cette famille aujourd'hui n'est pas la bonne à la République. Elle n'est pas la bonne. Elle n'est pas du tout la bonne. Donc, je pense que c'est un saut vers le salut que cette sortie de l'ancien ministre Jean-Roger Aoyo, c'est une ouverture dorée qu'ils ont faite au président Soglo. Et je veux croire que le président Soglo saisira vraiment cette chance pour tirer les leçons du rôle qu'il a joué pratiquement au soir de sa vie et au regard de ce qu'il a incarné, notamment dans ce pays, au début du renouveau démocratique. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, la deuxième manche de notre discussion, c'est bien cette semaine présidentielle, on pourrait le dire. Le président Patrice Talon qui était au Nigeria, justement, et d'aucuns estiment que le Nigeria aurait, ou du moins le président nigérian Muhammadu Buhari aurait joué un rôle dans cette décrispation de la situation que nous connaissons au Bénin. Quel est votre avis sur la question? Mais quelle idée de penser qu'on a besoin de l'extérieur pour régler un problème? Mais c'est bien curieux. Mais vous pensez que le président Buhari n'a pas autre chose à faire que de s'occuper des problèmes du Bénin? C'est vrai qu'il est président de la CEDEAO. Mais au Bénin, il n'y a aucun problème de la CEDEAO. Le Bénin n'a aucun problème avec la CEDEAO. Comme je vous l'ai dit, des fois, je connais les instruments de la CEDEAO. Les actes additionnels de 2001 n'ont pas dit ce que se passe là. Nulle part vous n'allez voir une élection inclusive. Nulle part. Nulle part vous n'allez voir consensus. Nulle part. Nulle part vous n'allez voir que quand une partie n'arrive pas à se mettre à jour, on annule les élections, puis on retourne aux anciens tests. Nulle part. Alors quel est le problème? Est-ce que nulle part il n'est dit qu'on doit repousser les élections, quitte à tomber dans une phase de vide pour chercher un consensus hypothétique? Mais le bon sens aurait aimé que dans la foulée où l'opposition se refugeait à toute concession, le bon sens aurait voulu qu'il y ait toutes les attentes de l'extérieur. Il n'y en a pas eu. Alors pourquoi on pense que l'extérieur a besoin? Moi je pense plutôt qu'on a passé une belle semaine béninoise où on a le président Talon, son gouvernement et le bon sens des populations de Tchaouro de Savé ont montré qu'on n'a pas besoin de la CEDEAO pour gérer nos problèmes à l'intérieur, qu'on n'a pas besoin de l'Union africaine pour gérer nos problèmes à l'intérieur, on n'a pas besoin de la CPI, on n'a pas besoin des Nations Unies. On a démontré le génie du peuple, la stature comme d'État du président Talon, la clairvoyance des populations de Tchaouro et de Savé. Les forces vives de la localité qui se sont réunies. Tout ça a montré qu'on passait à côté de l'essentiel. Je pense que la seule chose qu'on peut dire, c'est que le départ, l'aller-retour du chef d'État, c'est pour parler des questions de sécurité, de vivre ensemble. Mais si on sait que le président Talon n'a pu honorer un rendez-vous précédent du président Buhari, on pourrait peut-être se dire que c'est une manière de colmater les brèches. C'est peut-être une manière de se faire excuser. Parce que l'autre l'a invité. Ce n'était pas pour régler les problèmes béninois. C'est vrai qu'on a tout fait de faire le mélange. C'était dans le cadre de la journée de la démocratie. Donc, le Bénin et le Nigeria ont plein de choses à régler. Donc, n'ayant pu être à cette journée, le président Talon peut-être pu dire ok, je vais quand même aller écouter les doyens. Et puis lui expliquer un peu ce qui se passe chez nous. D'autant que le Buhari est président de la CEDEAO et le Bénin est respectueux de cette organisation. Donc,
C'est normal que le président Talon aille à Abuja. Mais c'est bizarre qu'on pense que c'est Abuja qui peut régler nos problèmes. Et qu'en allant jusqu'à penser que c'est à cause d'Abuja qu'il y a eu la levée de contingents. Sans doute, il y a eu des interventions. Sans doute. C'est ça qui est normal. Il y a eu sans doute des garanties. Parce que si les mêmes causes doivent produire les mêmes effets, c'est que on n'est pas au bout du tunnel. Donc, au moment où le contexte est levé, c'est qu'il y a eu de grands engagements. Et comme l'a dit le président Talon lui-même, il est au service du peuple. Et c'est pour ça que le pardon que la population de Tchaourou a sollicité, il a dit non. Il n'a pas de... Il s'agit de demander pardon à tout le peuple béninois. Voilà le président Talon. Donc, pour moi, ce voyage entre dans la routine d'un voyage présidentiel pour des questions de bon voisinage. Le président Talon n'a pu aller à l'indépendance Day, à la démocratie Day. Donc, c'est peut-être normal qu'il aille écouter son doyen, faire le point avec le président Buhari depuis leur dernier entretien. Très bien. Et donc, surtout, la journée du 20 et la journée du 21 étaient donc chargées. Nous l'avions également souligné. Le chef de l'État qui a rencontré diverses délégations, la délégation de Kaoro et de Savè. On pourrait quand même retenir, puisque vous parlez un peu du président béninois, du président Patrice Talon, on pourrait quand même revenir, c'est vrai, on en a parlé à travers un spécial décryptage, mais quelqu'un qui estime que le Bénin est éternel, que Tchaourou est éternel et que les hommes passent, et il voit que lui-même, il pourra passer, mais seul le Bénin restera. Et donc, il faut y travailler pour son développement. Oui, mais écoutez, le président Talon, comme je l'ai dit, c'est une chance pour notre pays. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure que c'est dommage que le président Soglo n'ait plus capté le message. Le Talon, c'est le dépositaire des actes que le président Soglo a démarré. Le président Talon, c'est l'homme inattendu. Et, comme excuse, je l'ai déjà dit une fois, c'est le Messie. C'est l'homme rêvé. Tout ce qu'il fait, c'est tout ce que tout le monde a souhaité. Ah, il y a trop de désordre, il faut mettre de l'ordre, il y a ci, il y a ça. Mais quand on commence à mettre de l'ordre, dès que chacun se sent heurté, donc concerné par le changement, il se rebiffe et il tire la démocratie en danger. C'est là, en fait, la difficulté et le problème. C'est là le vrai problème qu'il faut déneiger. Parce que la délégation de Tchaourou a été digne en faisant état de ses regrets. Et lorsque vous avez dit ces choses, alors que déjà à l'extérieur, ça s'est enflammé, on a déjà vu des milliers de morts, on a déjà vu pratiquement des localités en sécession, on a déjà vu tellement de choses. Je pense, pour parler comme le président Talon a parlé, il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation devant. Et c'est ça qui fait le charme. Mais à côté de lui, et il faut rendre à César ce qui est à César, les populations de ces localités ont été dignes également. La délégation conduite par le Tefiwourou et la délégation conduite par le roi des Toutous, vous savez, je pense qu'elles ont été à la hauteur des attentes du peuple. Alors, dans cet instant, Tchaourou est éternel, Savè est éternel, le Bénin est éternel. Seuls passent les hommes. Et quand vous comprenez ça, on doit savoir toutes raisons garder. Aucune position n'est figée. Et aucun État n'est statique. L'État dans lequel on se trouve aujourd'hui ne sera pas celui dans lequel on se trouvera demain. On ne sait rien. Et on le dit, pour nous donner bonne conscience, l'homme propose, Dieu dispose. Le pays nous appartient, mais il n'est pas notre propriété. Et nous passerons, le pays restera. C'est ça que le président Talon a expliqué. Je pense que les populations l'ont compris. Et ça, c'est également intéressant. Mais apparemment, certains politiques n'ont pas compris parce que ces propos, quand on se réfère quand même à un communiqué publié par la FCBE, vous pouvez déjà voir, on dit par exemple que oui, il y a eu levée de barrières policières devant le domicile de l'ancien président Boni Yayi, mais que l'attente est toujours là, puisqu'il s'agirait, par exemple, de l'annulation des législatives, d'un certain nombre de choses. Apparemment, le message
n'a pas encore franchi le cœur de certaines personnes. Non, attends, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut rien voir, et pire sourd que celui qui ne veut rien entendre. Non, non, mais attends, ce qui relève des CBE, ça donne la voix seulement pendant tout le temps de la crispation, on les a très peu entendus. On dirait que les gars se sont cachés, se sont terrés, et rien de cohérent. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, pendant toute cette crise, qu'est-ce que les CBE ont fait de cohérent? Raconter qu'ils ne croient plus aux institutions, demander qu'on dissoute la Sénat, signer et après revenir sur les signatures. C'est ça que les CBE ont fait. Dites-moi, l'acte positif qu'ils ont posé depuis. Vous avez participé à un vote, même si vous avez voté contre. Encore que la charte des partis n'a été votée contre que par une seule voix, que celle de Bitopé. Alors, dès lors qu'une difficulté d'application d'une loi arrive, on refuse de l'appliquer. Alors qu'il y a quelques mois, quelques années, le chef de file Boriaï, dans le cas de la LEPI, n'a pas accepté qu'il y ait eu abrogation de la loi créant la LEPI, parce qu'il y avait des difficultés. Et la Cour continue à aller dans sa direction en imposant la LEPI comme la liste qui doit nous conduire aux législatives présidentielles de 2011. On a vécu cette situation où la Cour a pris les devants pour imposer. Mais le pays ne s'est pas enflammé. Le président Kérékou a été appelé à l'époque à la rescousse. Mais aujourd'hui, on constate quoi? Donc, les FCBE disent ce qui leur plaît. Les FCBE font partie, beaucoup de partisans de FCBE, surtout ceux qui parlent en nom aujourd'hui, n'arrivent pas à faire leur propre à faire leur acte de contrition. Ils sont encore dans les ils n'ont pas compris. Je pense qu'ils abusent de la naïveté du peuple. Il n'y aura pas annulation des législatives. C'est acté. Le Parlement est à l'œuvre. L'État avance. Pourquoi il y aura annulation législative? Mais ils ne sont pas. Ils ont intérêt plutôt à aller régler la question existentielle de leur parti. Ils ont intérêt à se rapprocher des commissions parlementaires, notamment la commission des lois, des groupes parlementaires, pour voir dans quelle mesure les directives présidentielles dans la déclaration du chef de l'État peuvent être en leur faveur. Le président a parlé de relecture de certaines lois, les deux lois que relie. Mais sans l'opposition, comment les gens vont relire? Il faut qu'ils se mettent dans cette posture. Donc, vous comprenez, venez avec moi que ce n'est pas cette posture va en guerre dans laquelle s'est mué la CBE depuis qui va le faire prospérer. Mais ils sont en déperdition. Ils sont en roue libre. Mais ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Il n'existe que de bruit, d'incohérence. Et avec cette décrispation de la situation politique au Bénin, est-ce qu'on pourrait, on pourrait s'attendre à quand même à une meilleure réception de la main tendue du chef de l'État parce que le dialogue national est toujours là? D'abord, le chef de l'État n'a jamais parlé du dialogue national. Il faut qu'on soit clair. Le président dit qu'il va faire des concertations ouvertes à tous, enfin, inclusives. En tout cas, il n'a pas parlé du dialogue. Il ne faut pas qu'on dise à la place de ce que lui a dit. Il y en a qui rêvent d'une nouvelle conférence nationale. Pas une conférence. Il voudrait bien qu'on se parle, qu'on dialogue, qu'on parle ensemble. Oui, mais la meilleure manière de parler, c'est de parler avec les institutions en place. C'est de parler avec les institutions en place. La meilleure manière dans un pays où la liberté d'expression, la liberté de... c'est que les gens se réunissent par groupe d'intérêt et remontent leurs intérêts, leurs intentions aux institutions en place. Les institutions en place sont les institutions légales de la Constitution de 1990. Les institutions en place sont en place de manière légale et constitutionnelle. Les institutions en place sont en place parce que nous l'avons voulu. Parce que nous n'avons pas voulu que notre constitution soit changée. Mais à partir de ce moment-là, pourquoi vous voulez qu'on puisse penser que seul un dialogue national peut régler? À mon avis, un dialogue est sans doute intéressant. De temps en temps que les gens se parlent, c'est une bonne chose. Mais que ce soit imposé, n'est pas normal. N'est pas normal. Vous ne pouvez pas imposer à vos parents leur fonctionnement tant qu'ils sont lucides et sur les deux pieds. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes majeur, soit vous quittez, soit vous essayez de vous conformer à leurs attentes. Donc, quand on a fini de dire ça, il ne reste simplement qu'à
est constaté qu'on n'a pas besoin d'un dialogue national. Le chef de l'État, dans sa déclaration, a dit un certain nombre de choses. L'opposition n'a qu'à prendre ce qu'il doit prendre. S'il y a d'autres doléances, saisir le chef de l'État directement et non utiliser les médias. On ne négocie pas à travers les médias interposés. Je suis du secteur des médias. Les médias cherchent le sensationnel, que ce soit au Bénin, en Afrique, en Europe, peut-être de manière différente. Mais on ne négocie pas en étant les médias. Devant les médias. On négocie devant le vis-à-vis. On négocie avec son vis-à-vis. Avec ce qui peut vous faire avancer dans la négociation. Dans le cas d'espèce, un potentiel dialogue national ne peut être utile que si déjà les partis tirent leçon de leur comportement préélectoral. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, vous comprenez qu'on a encore du chemin avant ce fameux dialogue. Très bien. Agapit Napoléon Maforkan, avant de finir, il y a tout de même un nouveau challenge qu'espère le chef de l'État à travers donc les différentes déclarations lors de ses audiences cette semaine. Le chef de l'État qui estime que comment allons-nous vivre ensemble après de tels événements, par exemple à Kaourou, à Savè, à Cotonou. C'est un défi. C'est ce que je vous disais. Pour faire la paix, il faut être deux. Et j'ai eu l'impression durant toute cette période que la communauté internationale, les organisations de la société civile, les médias internationaux, tout ce monde pense que la paix doit être imposée par les actes de celui qui est au pouvoir. On lui prête tellement. Mais il y a la question alors essentielle. Celui qui est au pouvoir est-il au-dessus de la loi? Accepterions-nous que celui qui a le pouvoir se comporte comme au-dessus de la loi? Si c'est oui, donc on a raison de penser qu'il peut tout régler. Si c'est non, donc on ne sait pas où on va. Et le chef d'État est encore le premier garant du respect strict de la Constitution. Et il s'enferme parce qu'il a prêté serment là-dessus. Et les gens disent non, tu peux aller au-delà, tu es le père de la nation, je t'en prie, je suis à genoux. Mais qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est la même qui vont créer demain. Donc, pour faire la paix, il faut être deux. Est-ce que l'opposition est prête? La levée du contingent militaire ne veut pas dire la paix. Ça veut dire que le gouvernement a fait sa part, que le chef d'État s'est montré au-dessus de la mêlée, comme toujours d'ailleurs, que le chef d'État n'a rien contre le président Yahi. Il l'a dit. Mais les faits sont là. Mais est-ce que le président Yahi a fait son acte de contrition? Est-ce que ses avocats lui ont expliqué qu'il en a l'obligation? Est-ce que le président Soglo a lu ses anciens partisans? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on a tiré le son du passé? Je ne sais pas. Mais le communiqué du FCBE est venu tout dégamer. Mais ils n'ont qu'à se mirer. Parce qu'ils sont responsables en grande partie de ce qui nous arrive. Le FCBE. Ils doivent disparaître. De manière officielle. Parce qu'ils ont déjà disparu de fait. N'étant pas qualifiés et n'ayant pas terminé le processus. Sauf si le processus était en construction au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, vous convenez avec moi que ce qui doit le mieux répondre à votre question, c'est beaucoup plus dans le camp de ceux qui s'opposent aujourd'hui et qui voient le mal partout, que dans le camp de ceux qui s'efforcent tous les jours pour qu'une paix certaine règne et que notre pays puisse avancer de manière cohérente. Qu'on quitte ce chemin tortueux donc de l'attaque, de la dégradation de l'image, une dégradation voulue, forcée, mais qui n'honore pas notre pays. Voilà le défi que nous avons à relever. Et la levée du contingent militaire, les différentes interventions directes ou indirectes, toutes les personnalités qui sont impliquées, au Bénin, au Nigeria notamment par rapport à la CEDEAO, pensent qu'il faille nécessairement tirer au clair un certain nombre de principes, de règles, pour que facilement on ne s'adosse à cette type de difficulté pour créer le désordre et l'anarchie dans le pays.
Très bien. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforican, pour ces échanges. Et donc, c'est la fin de votre émission Le Décryptage de ce 23 juin 2019. Merci de nous rester toujours fidèles. ETélé est toujours là pour vous faire mieux comprendre l'actualité.